Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre émission Autant le dire. Une rixe a opposé des avocats aux policiers le 10 novembre 2020 en pleine salle d'audience à Douala. Cette affaire qui continue de faire des gorges chaudes vient s'ajouter à de nombreux abus auxquels font face les hommes en robe. La profession d'avocat est-elle en danger au Cameroun? Les avocats qui ne sont pas au-dessus de tout soupçon peuvent-ils encore jouer le rôle central qui est le leur dans la promotion de la démocratie et des droits de l'homme? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité, Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun. Il est également enseignant de droit. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Paul Montagnier. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Alors, dites-moi, maître, est-ce que vous êtes toujours fier d'être avocat au Cameroun? Vous savez, on entre dans l'avocature comme on entre en religion. C'est-à-dire que c'est une vocation. De deux choses l'une. Soit on l'avait au début du processus, c'est-à-dire en amont, à l'entrée, et donc par conséquent, vous allez la conserver tout au long de votre exercice professionnel. Soit vous ne l'aviez pas, et à force d'exercer le métier de défense, qui est surtout un métier, de mon point de vue, tourné vers autrui, qui est un métier de sacerdoce, vous finissez par l'avoir, cette vocation. Et donc, on ne peut pas ne pas continuer à l'avoir, même si il est vrai que d'un autre côté, on est rentré depuis quelque temps dans une véritable zone de turbulence. Je pense que quand on a des convictions qui sont établies au terme de ce que je viens de vous indiquer, ce n'est pas parce que le vent a soufflé un peu fort à un moment donné que vous finissez par cesser d'être fier d'être avocat. Donc, je suis toujours fier d'être avocat. Alors, est-ce qu'au regard quand même de ce que les avocats vivent ces derniers temps au Cameroun, votre vocation n'a pas pris un coup quand même? Elle n'a pas chancelé, oui. Rien du tout. Parce qu'il est vrai que on n'est pas totalement... Avec le niveau qui est le vôtre, vous aurez pu réussir ailleurs aussi. Et donc, à un moment donné, on peut se dire, mais que diable suis-je venu chercher dans une telle profession? On se pose la question simplement parce que le questionnement est humain. Même si c'est vrai que c'est vous qui posez les questions, je peux vous dire que vous aussi, si je devais vous retourner l'interrogation, vous aussi, dans votre métier de journaliste, à certains moments, il vous arrive de vous remettre en cause. Ça ne vous empêche pas le lendemain de recommencer, de plus belle avec des convictions qui sont même encore ancrées, encore plus que la veille. C'est exactement la situation que nous traversons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est normal qu'à un moment ou à un autre, compte tenu des difficultés que nous rencontrons, que nous soyons amenés à nous demander si on a mal fait les choses, qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui s'est mal passé, à quel niveau, comment va-t-on faire pour se réajuster pour les jours d'après. Je reçois à titre personnel beaucoup d'appels ou de messages parfois de jeunes confrères, surtout ceux qui ont été mes étudiants à l'université et qui ont fini par être convaincus par mon discours, qui ont donc fait le choix de l'avocature et qui aujourd'hui sont un peu à la croisée des chemins et qui s'interrogent sur le fait de savoir si je les ai pas un peu induits en erreur, mais qui 2 ou 3 jours après, lorsque la bourrasque a un tout petit peu baissé d'intensité, me rappellent eux-mêmes spontanément pour me dire, bon, finalement, on a été un peu paniqué, mais voilà, on ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix parce que c'est le bon. Alors, 10 novembre 2020, une rixe oppose des avocats, vos confrères de Douala, à des policiers en pleine salle d'audience. Vos confrères s'opposaient au retour en prison de 2 de leurs confrères qui avaient été placés sous mandat de dépôt quelque temps plus tôt, notamment
notamment le 5 novembre pour une histoire, dit-on, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, pour être plus précis. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, avec le recul du temps, quelle analyse faites-vous de cette affaire qui a quand même suscité une vive polémique? C'est pas que une simple polémique, ça a été une catastrophe pour moi, d'un point de vue psychologique et mental, parce que avocat depuis quelques années déjà, avocat confronté à la rudesse du métier, avocat confronté au combat qu'on doit souvent mener contre les forces d'oppression d'une façon globale, je ne peux pas dire que je sois aujourd'hui surpris de me retrouver ou d'entendre dire qu'il y a eu un conflit mettant en cause les avocats et les pouvoirs publics d'une façon globale. Donc, je suis habitué à ce combat-là. Et personnellement, je me suis retrouvé confronté à plusieurs reprises à des difficultés anormales qui venaient de ce que nous nous retrouvions confrontés à des entraves illégales à l'exercice de la profession d'avocat. Donc, qu'il y ait une difficulté ne me semble pas quelque chose de surprenant pour un avocat de terrain. Mais simplement que cette difficulté intervienne avec cette ampleur dans un temple que je considérais jusqu'ici comme étant sacré. Moi, j'avoue que beaucoup de mes convictions sont l'espace d'un soir tombé. Et je dois dire que mes convictions ont un temps vacillé. Ouais. Parce que, pour revenir un peu à la genèse des choses, il faudrait que vous sachiez que beaucoup d'avocats se sentent aujourd'hui, si vous prenez cet incident-là, que vous le détachez de tout le contexte, vous pouvez peut-être mal comprendre la réalité des choses. Beaucoup d'avocats ont le sentiment que, depuis un certain moment, ils font l'objet d'une véritable vindicte de la part des pouvoirs publics. Nous avons du mal à accéder à nos clients dans les lieux de privation de liberté, alors que la loi dit exactement le contraire. La loi prévoit qu'à partir du moment où une personne a été privée de liberté, elle est automatiquement sous main de justice, c'est-à-dire que s'ouvrent de façon mécanique les prérogatives d'avocat, les prérogatives de défense. Elle a un certain nombre de droits, le droit de garder le silence, le droit de voir un médecin, le droit de ne pas être maltraité, le droit à ce que sa dignité soit préservée et le droit d'avoir accès à l'avocat. Mais quand l'avocat cherche à intervenir, soit dans un poste de commissariat ou de gendarmerie, ou alors encore dans une maison d'arrêt, malheureusement, il se trouve bloqué parce que des instructions sont données pour que les personnes n'aient pas automatiquement accès à leur avocat. Outre le fait que ça enfreint la loi, il se trouve également que ça porte atteinte, une atteinte psychologique, une atteinte philosophique à l'idée de défense, mais aussi et surtout que ça vulnérabilise l'avocat qui apparaît aux yeux du public comme étant finalement un simple faire-valoir de la machine judiciaire à laquelle on peut donner toutes les instructions et lui, il n'intervient que lorsqu'on a décidé d'eux. Donc ça porte une atteinte grave. Je ne sais pas si les personnes qui donnent ces instructions le réalisent, mais toujours est-il que ça fragilise l'avocat dans sa prérogative essentielle, qui est une prérogative de défense, et ça porte donc forcément atteinte à l'idée de justice qui, à mon avis, devrait être le ciment du vivre ensemble qui est proclamé par les uns et les autres. Donc quand on se retrouve dans cette salle du tribunal de première instance de Bonanjo, on se retrouve encore une fois avec un avocat, puisque ce sont des avocats qui sont à l'origine, en quelque sorte, et les premières mesures qui ont été prises induisent à croire que l'avocat ne va pas forcément être bien traité, encore une fois, puisque on est en présence d'une infraction qui n'a qu'un caractère, qui a un caractère grave, hein, ça je dois le dire, si les faits sont avérés, ils sont graves. Mais il n'en demeure pas moins que malgré la gravité de la situation, la loi prévoit pour toute personne, qu'elle soit avocat ou pas avocat, la possibilité de comparaître libre, surtout quand elle offre ce qu'on appelle des garanties de représentation. La loi a prévu que on ne peut mettre une personne, on peut la priver de sa liberté que dans une circonstance exceptionnelle. Or là, cette circonstance. Le principe, c'est la liberté et l'exception, c'est la détention. N'était pas obligé de le proclamer comme il a fait dans le Code de procédure pénale. Il a dit noir sur blanc. Or là, on va se retrouver avec des avocats qui sont poursuivis et qui vont encore une fois
comme la machine l'a avancé, puisque vous vous rendez bien compte que sans rien retirer à la prérogative du magistrat, qui a le droit de prendre son temps, etc., mais force est de reconnaître que, là, en l'occurrence, rien n'obligeait le magistrat à mettre sa décision qui porte sur la liberté, c'est-à-dire un droit essentiel, un droit fondamental, qui est reconnu à tout le monde, avocat ou non avocat, rien ne l'obligeait à priver ces personnes-là de liberté, ce qui était une privation de fait de la liberté à partir du moment où il décidait de mettre sa décision en délibéré à 2 semaines. C'était évident que c'était 2 semaines pendant lesquelles l'avocat allait être placé, encore une fois, en situation de détention, que vous devez donc mettre en lien avec l'ensemble des autres vexations dont je vous parle jusqu'à présent. C'est donc ça qui, à un moment donné, a quand même fini par conduire les avocats à venir d'abord en nombre et puis ensuite à être en quelque sorte un peu déboussolés. Je voudrais aussi rectifier un point de votre présentation pour indiquer que ça n'a pas été la cause directe. C'est vrai que le fait que les confrères soient conduits de façon pratiquement inéluctable vers la prison, a créé un climat, une ambiance qui était devenue électrique. Mais il a fallu qu'il y ait un élément, l'étincelle qui a généré cela. Ça a été, je crois, une bousculade entre les forces de l'ordre et les avocats qui étaient dans la salle. Et c'est donc ça qui a fait que, finalement, un peu comme, vous voyez, quand vous faites un mélange explosif d'essence et d'air, d'oxygène, il suffit que n'importe qui craque même une activité normale, comme fumer une cigarette, tout à fait, entraîne l'explosion que vous avez pu assister, à laquelle on a pu tous assister, malheureusement. Oui. À la suite de cet incident, vous avez publié un texte assez nerveux quand même, adressé au ministre de la Justice, texte dans lequel vous dénoncez, entre autres, la banalisation, dites-vous, de la violence au Cameroun. Alors, je pose la question juste comme ça, est-ce que le ministre vous a répondu d'une façon ou d'une autre? Alors, c'était une interpellation. Oui. Je considère que quand l'avocat est menacé, l'avocat étant l'un des piliers, me semble-t-il. Moi, je considère toujours que l'avocat, c'est le dernier rempart contre la tyrannie. Et je pense que nous n'avons pas que... parce que vous, les journalistes, malheureusement, vos confrères avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, donc je vous mets dedans, je vous généralise. Absolument. Voilà. Faites. Le public également a toujours l'impression que quand on parle d'avocat, on essaye un peu de protéger notre petit précaré et que notre mouvement d'humeur ne peut avoir qu'un caractère corporatiste. Oui, c'est du corporatisme. Tout à fait. Mais on oublie que l'avocat, comme le journaliste, parce que vous, bien que vous ayez un organe de presse, vous faites partie de la planisphère qui nous garantit à nous, publics, un droit qui est un droit fondamental, c'est le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. C'est pour ça que votre mission, bien que vous soyez, vous, dans le cadre d'un exercice privé, a quand même une vocation publique. Oui. Et bien, l'avocat, c'est pareil. Bien que nous soyons dans notre exercice professionnel, dans le cadre d'un exercice privé, notre mission est quand même une mission publique. Donc l'avocat est le dernier rempart face à la tyrannie et face à la dictature. Donc par conséquent, je pense que quand l'avocat est menacé, il doit pouvoir, l'indiquer et s'adresser aux autorités qui sont les autorités garantes de sa protection. Je me suis donc adressé aux ministres qui sont les garants de ma protection pour leur indiquer que je pense qu'au bout d'un certain moment, toutes les voies que nous avons utilisées, et Dieu sait que nous avons été sollicités à plusieurs reprises. Personnellement, chaque fois que j'ai été en difficulté quelque part, j'ai écrit à mon ministre pour lui dire « Voici, j'ai un client qui rencontre tel ou tel type de difficulté, vous devriez peut-être penser à faire quelque chose pour essayer de le sauver. » Je n'ai pas eu de réponse. J'ai pourtant continué à y croire. J'ai été, dans le cadre du barreau, sollicité à plusieurs reprises dans le cadre des commissions avec les officiers de police judiciaire ou en interne pour essayer de voir dans quelle mesure on peut trouver des moyens de collaborer ensemble pacifiquement, bien que nous ayons parfois des rôles, des fonctions qui peuvent s'opposer. Oui. Nous avons fait des propositions, aucune d'elles n'a permis d'éviter jusqu'à présent cela. Oui. Et là, bien que n'ayant pas été personnellement à Douala, je me suis retrouvé dans la situation qui peut être aussi la mienne, puisque c'est le genre de situation auquel je suis confronté dans mon exercice quotidien, dont je me suis senti particulièrement interpellé par cette situation. J'ai donc interpellé les ministres, et pour répondre directement à votre question, oui, ils m'ont, monsieur le ministre d'État, garde des Sceaux, a demandé à monsieur le ministre délégué
de me rencontrer, ce qui s'est fait mercredi. Je crois que ça devait être le 17 ou le 18 novembre. J'ai donc été appelé et je suis allé rencontrer le ministre de la Justice, le ministre délégué en tout cas. Et nous avons eu un échange pendant 2 heures de temps, voilà, dont je pense peut-être... Alors, au sorti de cet échange, qu'est-ce que c'est prometteur? Vous pensez que les choses pourraient changer dans le bon sens? Je vais vous dire sincèrement, je pense que, je regrette personnellement que j'ai été obligé qu'il ait fallu un message sur Facebook pour qu'il puisse finir par réagir. Ce qui, du coup, biaise un peu mon appréciation. Parce que ça veut dire 2 choses. Je voudrais rester lucide. D'une part, j'ai été très heureux et je le lui ai dit en face. Voilà, je ne joue pas à côté, moi. Je joue surtout quand on parle de choses qui sont essentielles pour nous. J'étais très heureux qu'il ait fini par me recevoir pour pouvoir avoir un échange. Ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu utiliser les moyens habituels pour continuer à nuire, voilà, etc. en secret. Il m'a fait venir. Mais en même temps, je pense que ça ne m'apaise pas. Parce que je ne suis pas certain qu'en ayant continué à utiliser les moyens classiques conventionnels, il aurait réagi de la même façon. La preuve d'ailleurs, c'est que l'une des causes, l'un des reproches, des griefs qu'il m'a fait, c'était d'avoir utilisé ce moyen-là. Et évidemment, moi aussi, en retour, je lui ai dit, je suis désolé, à plusieurs reprises, je vous ai écrit, vous ne m'avez jamais répondu conventionnellement. Et en tant qu'avocat, je suis fondé à utiliser l'ensemble des moyens qui sont à ma disposition, à condition qu'ils ne soient pas illégaux. J'ai observé que lui-même utilisait souvent ce canal pour pouvoir s'exprimer. Absolument. Donc ça veut dire que ce n'est pas un moyen illégal. Et donc, par conséquent, nous étions sur un pied d'égalité. Désormais, on devait juste se focaliser sur ce qui était le plus important pour nous, c'est-à-dire la dénonciation des problèmes réels auxquels nous sommes confrontés et qui peut-être ne lui parviennent pas avec la même gravité, compte tenu de la qualité de ses interlocuteurs habituels. Parce que je ne pense pas que le bâtonnier ou les membres du Conseil de l'ordre soient confrontés aux difficultés que l'avocat lambda peut rencontrer éventuellement sur le terrain. Voilà, donc je me faisais là, personnellement, le porte-voix de l'avocat lambda que je suis souvent quand je me retrouve confronté à ces difficultés-là. Et donc, par conséquent, je voulais qu'il m'entende et je pense qu'il m'a entendu. Et au sortir de là, j'ai également été mitigé. J'ai été mitigé au début, je suis resté mitigé à la fin. Très heureux de l'échange que nous avons eu, parce que ce n'était pas qu'un échange en dialogue entre lui et moi. Il a fait venir des responsables directement concernés par la question. Il y avait un responsable de la communication, il y avait un responsable des droits de l'homme, une dame, directeur de haut niveau, et un responsable des professions judiciaires, qui était là, puisque j'étais là en qualité d'avocat. Et nous avons échangé. J'étais également venu avec mon collaborateur, Maître Ndindi, avec lequel nous avons eu l'occasion d'échanger tout à fait librement. L'entretien a été, comme on dit dans le jargon de chez vous, franc et sincère, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas fait que des cadeaux. Et on s'est parlé vraiment ouvertement. J'ai eu le sentiment personnel qu'il avait compris. Mais en même temps, ma déception, c'est, même s'il a compris, va-t-il avoir les moyens de mettre en œuvre les politiques qu'il aurait aimé éventuellement pouvoir impulser. Parce que je pars de l'idée qu'un gouvernement qui a envie de changer les choses vous donne au moins quelques signaux. Il y a des bribes, un certain nombre d'éléments. Les discours, on n'a eu que des discours. Quand vous écoutez le président de la République, il ne va jamais vous dire qu'il fera mal. Il va vous promettre qu'il a compris, il va bien faire. Quand vous écoutez le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il ne va jamais vous dire qu'il ne va rien faire. Il vous dit qu'il va faire. Malheureusement, au final, on ne retrouve jamais ce que nous aurions souhaité. Donc là, j'ai discuté avec le ministre délégué, qui en plus a pour nous l'avantage d'être avocat, qui pour moi a l'avantage d'être franc, parce que le ministre délégué fait rarement dans le discours diplomatique. Il vous dit directement ce qu'il pense. Donc par conséquent, c'est plus facile encore de deviner le problème et les solutions qui peuvent être mises en œuvre. Mais va-t-il avoir les moyens politiques, les moyens financiers pour y arriver? Là, en revanche, je suis extrêmement réservé parce que j'ai marre des discours. Je voudrais pouvoir avoir au moins un début de commencement, de mise en œuvre concrète des engagements pour pouvoir commencer à me dire que là, nous sommes rentrés désormais dans le cercle vertueux. Alors, pour revenir à l'histoire de départ, Cédric à Douala, alors vos 2 confrères sont toujours à la prison de New Bell. Sans vouloir entrer dans le détail de cette affaire qui est en cours, comme vous le savez, alors, où en est-on avec l'affaire aujourd'hui? Où en est-on? On en est, j'aurais pu, pour les autorités,
on est tous d'accord sur une chose, c'est que c'est une affaire banale, Oui. gravement banale, puisqu'il s'agit quand même de faits qui ont la connotation d'une infraction grave, corruption, qui intervient malheureusement dans notre corps avec l'implication de deux des membres de notre corps. Oui. Nous savons toujours tous que la justice est malheureusement souvent mal rendue parce qu'elle est infestée d'éléments qui sont totalement étrangers à la justice. Je pense notamment à l'interventionnisme de l'État, je pense notamment à des éléments d'amitié ou d'inimitié, Oui. parfois, qui interviennent dans le rendu de la justice. Je pense à des éléments autres sociologiques qui peuvent également interférer dans le corps de la justice. Et je pense également à la corruption, qui est l'un des éléments qui vient souvent, j'allais dire, distraire, de polluer l'œuvre si belle de justice. Alors, on peut s'en émouvoir à juste titre quand ça vient de l'extérieur, mais quand c'est nous-mêmes qui venons porter à l'intérieur le facteur de pollution, j'avoue que vraiment ça doit nous désoler, nous, avocats, encore plus. Donc ça part de là, quoi qu'il en soit. Et nous aurions pu nous dire qu'au moins nous avons une visibilité sur les faits générateurs. Et donc par conséquent, à partir du moment où vous avez pu individualiser la difficulté, le mal, la thérapeutique peut arriver beaucoup plus facilement. On en était encore là, simplement, à se demander quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à trouver une solution qui soit pas la meilleure, mais la moins mauvaise possible dans ce contexte, lorsque, il y a 2 ou 3 jours, intervient un nouvel élément qui est la chasse aux sorcières, l'interpellation à gauche, à droite, Oui. sous des prétextes et avec un procédé qui relève vraiment Oui, des et films noirs. le quotidien Le Jour a titré cette semaine sur 30 avocats qui étaient pratiquement traqués. Oui. Alors, au regard de tout cela, Maître Assira, au-delà de l'incident de Douala, il y a également, vous l'avez dit, c'est en fait c'est très global, les problèmes auxquels les avocats sont aujourd'hui confrontés. Il y en a qui ont été interpellés, il y en a qui ne peuvent pas assister convenablement leurs clients ou alors qui sont tout bonnement chassés des commissariats lorsqu'ils veulent assister leurs clients. Est-ce que vous avez le sentiment que le Conseil de l'ordre pose les actes adéquats par rapport à la gravité de la situation? Vous remarquerez que, d'abord, d'une part, ces deux confrères-là, Oui. le Conseil, on n'a pas trouvé encore une véritable solution, comme je vous l'indiquais, parce que, déjà, premièrement, ce n'est pas facile. À partir du moment où une décision de justice a été rendue, malheureusement, elle limite le champ de l'intervention extérieure. Parce que la décision de justice obéit à des mécanismes pour être rendue et pour être défaite, rendue, Oui. elle doit également obéir à un mécanisme. Donc on en était encore là lorsque aujourd'hui l'élément de l'interpellation des confrères, pour des faits qui sont eux consécutifs au premier fait, au fait générateur, Oui. viennent encore complexifier davantage le souci. Et du coup, on va se retrouver avec des confrères qui sont effectivement aujourd'hui en train de se terrer. Vous remarquerez aussi que le même phénomène s'est retrouvé quelques mois plus tôt avec les confrères de la zone anglophone. Oui. Je me souviens de confrères qui n'étaient plus en mesure de se présenter à leur cabinet, qui n'étaient plus en mesure d'assister aux commissions de réflexion au cours desquelles nous devions essayer de trouver des solutions en interne pour pouvoir les proposer aux autorités publiques, pour leur permettre de voir quels sont les axes, les points axiologiques sur lesquels ils auraient pu éventuellement essayer de faire jouer. Et on a vu ce que ça donnait par la suite, puisque beaucoup de confrères étant rentrés dans le maquis, n'ayant plus d'autres solutions, ont fini par rejoindre malheureusement des chemins de traverse, sont allés pour certains à l'étranger, dans certains pays qui leur ont ouvert la porte. Donc je regrette déjà que le pouvoir ne sache jamais prendre les leçons de l'histoire. Oui. Les leçons de l'histoire d'ailleurs, mais les leçons de l'histoire interne, qui sont pourtant pas une histoire vieille et ancienne, et qu'on reproduise toujours les mêmes erreurs. Évidemment, compte pour nous, nous allons penser immédiatement aux confrères dans l'immédiat, mais nous pouvons aussi penser à la paix d'une façon globale, sociale du Cameroun. Et ça, je ne comprends pas qu'on
on continue à faire la même façon, les mêmes choses qui ont déjà eu à démontrer, à apporter la preuve de leur inanité. En l'occurrence, je pense que l'avocat, comme je vous l'indique toujours, n'est évidemment pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Non, c'est un citoyen qui est justifiable. Tout à fait. Au même titre que tout le monde, on est d'accord. Mais de la même façon que nous exigeons déjà le respect de la loi pour les justiciables ordinaires, vous vous doutez bien que nous allons exiger avec encore plus de force, parce que là, désormais, il y a aussi un peu plus je veux dire, on va décupler de passion et d'intérêt, parce qu'il s'agit, je suis désolé, compte tenu du fait que l'avocat est un justiciable, là il est en l'occurrence, dans sa maison, la justice devrait quand même pouvoir faire l'objet de plus d'attention encore dans le rendu de la justice qu'on peut demander pour lui. Et comme je le dis habituellement, certes l'avocat n'est pas au-dessus de la loi, mais l'avocat n'est pas non plus en dessous de la loi. C'est vrai que les avocats, voilà, c'est des justiciables comme tous les autres, leurs droits doivent être respectés, mais il y a quand même eu beaucoup de langues qui se sont déliées ces derniers jours pour dénoncer un certain nombre de comportements mis à l'actif des avocats. Il y en a qui sont clairement corrompus, il y en a voilà, qui n'ont pas le minimum de loyauté envers les clients qui les ont constitués et tout. Est-ce qu'au niveau du Conseil de l'ordre, ce sont des préoccupations ou alors voilà, il y a simplement ce corporatisme. Là, on se souvient également que parlant de bagarre, des avocats camerounais s'étaient déjà livrés en spectacle au Congo il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est une préoccupation chez vous et qu'est-ce que vous en faites? Beaucoup de comportements, y compris en notre sein, sont blâmables. Oui. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que l'avocat n'est malheureusement pas un homme extra, un super homme, ce que, à mon avis, il devrait être, il aurait dû être. On demande à l'avocat d'être pratiquement comme la femme d'Ulysse, c'est-à-dire quasiment voilà, irréprochable. On devrait faire l'effort d'y tendre. Et parce que c'est chaque fois qu'un avocat est concerné, c'est l'ensemble de la corporation qui peut se retrouver éventuellement, dont l'image peut se retrouver ternie. Et c'est pour la raison pour laquelle je crois que le Conseil de l'ordre, qui est l'organe de gestion de la corporation, devrait, à mon avis, se préoccuper de plus en plus, un peu plus que ce qui est fait aujourd'hui de la situation de l'avocat. C'est tout un parcours, le parcours de l'ascension. La première des choses, ce serait de faire, à mon avis, un minimum de sélection à l'entrée. Parce que malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de confrères rentrent dans la profession sans avoir véritablement la vocation, c'est-à-dire cette flamme. On n'est pas avocat, je vous disais tout à l'heure au début de mon propos que on rentre dans l'avocature comme on rentre en religion. Oui, un sacerdoce. C'est un sacerdoce, voilà. Ça veut dire qu'il y a un minimum de choses qu'on doit pouvoir accepter. Malheureusement, on se rend compte que beaucoup de personnes, beaucoup de confrères, surtout actuels, sont souvent rentrés dans la profession un peu par pis-aller. C'est-à-dire qu'ils ont essayé beaucoup de choses auparavant, le concours d'entrée à l'ENAM, le concours d'entrée à l'EMIA, le concours d'entrée à l'école de police, etc. Et finalement, quand ça n'a pas marché, on finit par rentrer un peu dans la profession d'avocat parce que bon, on n'a pas trouvé ailleurs. Ce qui peut éventuellement avoir des conséquences sur les engagements et les sacrifices qu'on va pouvoir consentir parce que c'est un métier qui exige un... Le métier d'avocat, vous ne le faites pas à moitié, vous le faites en entier. Voilà. Ce qui veut dire que là où vous avez... notre serment nous exige une chose que vous ne retrouvez dans aucun autre serment, ça s'appelle l'humanité. L'humanisme, voilà. Ça veut dire que, l'humanisme veut dire que je vous comprends vous, même si vous n'êtes pas moi. Je vous comprends vous, même si vous ne partagez pas les mêmes opinions que moi. Je vous comprends vous, même si vous êtes totalement à l'opposé de ce que moi je pense, de ce que moi je veux et de ce que moi je fais. Et je vous comprends, pas seulement vous comprendre, mais je vous défends même. Même si vous faites une chose que moi, je réprouve au plus profond de moi parce que mon éducation, mon mode de vie, voilà. C'est ça l'avocat au départ. Il doit être investi de ce métier. Et je vais vous défendre, même si vous n'avez pas les moyens de me payer, moi, avocat. Parce que mon métier, l'humanisme, ne veut pas dire que je suis obligé d'avoir forcément une contrepartie pour pouvoir vous comprendre et pour pouvoir vous défendre. Ça exige un gros effort. Ça s'appelle dans le jargon une ascèse. Oui. Vous devez sortir continuellement de vous. Donc, vous l'avez compris, si je ne peux pas faire quelque chose de bien pour vous, mon métier, mon rôle m'impose de ne pas faire quelque chose de mal contre vous. Voilà. Donc,
imaginez la corruption, imaginez d'autres choses, devrait être totalement proscrit par nature du comportement et la façon de faire l'avocat. Donc si on a envie que le comportement de l'un d'entre nous ne déteigne pas, n'est pas une conséquence dommageable sur ceux qui, eux, ont compris et le font convenablement, il n'y a qu'un seul organe qui est en mesure de le faire, c'est le Conseil de l'ordre. Et malheureusement, si le Conseil de l'ordre ne le fait pas correctement, parce qu'en amont, il n'a pas pris en compte cette mesure-là, et qu'en aval, le processus de la sanction également n'intervient nulle part, parce que pour 1000 raisons, c'est le même avocat qui va devoir voter, c'est lui qui élit le Conseil de l'ordre, etc. Et donc, par conséquent, il va voter le membre du Conseil de l'ordre qui lui est un tout petit peu proche, voilà. Donc, forcément, ça va avoir des conséquences à un moment ou à un autre. Le ménage que nous ne faisons pas en interne, c'est d'autres qui vont devoir le faire, et qui vont devoir le faire malheureusement sans prendre les gants. Et on va se retrouver dans une situation où on sera tous mis dans le même panier, tous montrés du doigt, tous pourris, et ça va avoir un tout petit peu le genre de retentissement que vous êtes en train d'indiquer aujourd'hui, alors que tel n'est pas le cas. Oui. Beaucoup de confrères, M. Tagnier, je vous promets, beaucoup de confrères sont des confrères, je vous assure, extrêmement bons, extrêmement brillants, extrêmement humanistes, extrêmement pleins, pétris, convaincus du métier qui est le leur. Malheureusement, on parle toujours plus volontiers des trains qui arrivent en retard. Oui. Alors, aujourd'hui, face aux violations de vos droits en tant qu'avocat, face à toute la violence à laquelle vous faites face aujourd'hui, est-ce que le Conseil de l'ordre fait son boulot? Parce que moi, j'ai entendu pas mal de gens dire ces derniers temps que la réaction de l'ordre des avocats est assez molle par rapport à la gravité quand même de la situation. Le Conseil de l'ordre... Que des avocats se retrouvent à être en train de fuir et tout, et le Conseil se contente de quelques communiqués et tout. C'est un peu mou, non? Le Conseil de l'ordre a aujourd'hui, surtout dans la situation présente, mais c'est la situation, c'est la mission, les prérogatives qui sont les siennes habituellement, sauf qu'aujourd'hui, elles sont décuplées de par la situation qui nous est imposée. Il a deux missions. La première mission, c'est d'abord en interne. Il faut arriver à faire en sorte qu'en interne, les avocats puissent avoir non seulement la déontologie qui est proscrite, la déontologie des hommes de loi, le respect les uns des autres, le respect du magistrat, le respect de la loi, le respect, mais aussi en plus la déontologie de ce que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'extérieur. Et la deuxième chose que doit faire le Conseil de l'ordre, c'est la protection du corps après. Bien. Donc, le Conseil de l'ordre a-t-il les moyens de le faire? S'est-il donné les moyens? Je pense qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que c'est bien de pouvoir appeler au principe. Mais quand vous vous rendez compte qu'on a essayé de faire le dialogue, je vous ai dit tout à l'heure qu'à titre personnel, j'ai été sollicité pour des réflexions, parfois des actions qui étaient orientées vers nos interlocuteurs habituels, que sont les policiers, les gendarmes, les procureurs de la République, les magistrats d'une façon globale, les ministres, voilà. Mais quand vous vous rendez compte que vos actions ne sont pas comprises ou qu'elles n'ont pas de conséquences, il faut penser à autre chose. Moi, je ne crois plus aujourd'hui, dans la situation où on est, que de simples communiqués vont suffire à conduire les gens à changer. Parce que c'est eux qui font ces lois. C'est eux qui... Donc, par conséquent, ils les connaissent, ces lois. Ils connaissent donc les prérogatives de l'avocat. Nul n'est censé ignorer la loi déjà au départ, mais vous allez encore moins l'ignorer quand c'est vous-même qui avez créé la loi et qui avez donné à l'avocat des prérogatives de défense. Donc, si l'avocat se trouve aujourd'hui confiné dans le rôle largement secondaire qui est le sien, ça ne peut pas être une question d'ignorance, c'est une question délibérée, c'est une volonté mise en place, ainsi concertée. Bien. Et puis en plus, tout le monde, sur l'ensemble de la République, ne peut pas décider subitement d'ignorer l'avocat et le mépriser à ce point. Si ce n'est pas une volonté délibérée qui a été donnée, impulsée d'un certain endroit. Au-delà de la responsabilité qui est celle de ce gouvernement des pouvoirs publics, il n'y a que les avocats ont la possibilité de créer un rapport de force. On voit quand même ce que les avocats ont mené comme combat pour l'avènement de la démocratie et des libertés publiques dans ce pays au début des années 90. À partir de quel moment les avocats se sont-ils, pour ainsi dire,
entrés dans les rangs? À partir de quel moment les avocats sont entrés dans les rangs, ont été enrégimentés en quelque sorte? Parce que le Conseil de l'ordre aujourd'hui, pardon, je vous le dis, mais n'a aucune influence quand même. C'est terrible, non? Le Conseil de l'ordre, malheureusement, ne maîtrise pas grand-chose. On a l'impression qu'il essaye un peu de couper et de vider la mer avec une cuillère. Avec une cuillère en plus, une cuillère à café. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de choses lui ont échappé au départ, de sorte qu'à l'arrivée, comme on est rentré dans une loi de action-réaction, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus finalement qui a été à l'origine de l'action de départ, puisque c'est l'action de l'un qui entraîne la réaction de l'autre, et la réaction disproportionnée de l'autre entraîne une nouvelle réaction à la hauteur, etc. C'est ce qu'on appelle en gros l'escalade. Est-ce que le Conseil de l'ordre, dans sa constitution aujourd'hui, qui n'a pas été habitué à gérer ce genre de situation, qui est fait parfois de gens qui ont une mentalité, un état d'esprit, peut aujourd'hui réussir à juguler ce genre de choses? Moi, je crois aujourd'hui vraiment très sincèrement que le Conseil de l'ordre est fait de gens que je connais individuellement, personnellement, qui sont des personnes tout à fait honorables et respectables, mais je vous le dis comme je pense, mais j'ai du mal à comprendre que ces personnes-là, réunies à l'intérieur d'un conseil, n'arrivent pas à être le reflet véritable de ce que nous aurions, nous, attendu. Parce que moi, j'ai envie de voir un Conseil de l'ordre qui soit un Conseil de l'ordre fort. Je vous ai dit, c'est bien à l'intérieur de faire le ménage déjà à l'intérieur. Y arrive-t-il? Les choses sont annoncées. J'espère que la grande bourrasque que nous traversons aujourd'hui va finir par les décider à être enfin beaucoup plus énergiques. Mais au-delà de nous, en interne, j'ai aussi envie de les voir réagir avec la même force, la même vigueur vis-à-vis des pouvoirs contraires. Absolument. Ils doivent être aujourd'hui pour ne pas être dans l'autoflagellation permanente. Tout à fait. Et ça, j'attends aussi. J'espère qu'ils vont pouvoir réagir avec la même énergie. Et encore une fois, les communiqués que je vois poindre d'ici de là ne sont pas à la hauteur. Je vous dis, moi, j'ai été obligé de sortir de ma réserve habituelle. Vous n'allez peut-être pas me croire si je le dis comme ça, mais de sortir de ma réserve pour pouvoir demander, revendiquer la protection globale avec les conséquences que je vous ai indiquées. C'est-à-dire que j'aurais pu ne pas sortir du ministère de la Justice parce que mon action aurait été éventuellement qualifiée d'appel à la révolte, à la subversion ou autre, comme ça se fait aujourd'hui. Je veux dire, je serais aujourd'hui dans un commissariat ou autre parce que le Conseil de l'ordre n'a pas fait le travail qui aurait dû être le sien, c'est lui qui doit normalement interpeller les pouvoirs publics dans ce contexte-là. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où on est vraiment un peu à la merci de n'importe quelle action, de n'importe quel membre ou de la police, etc., ou du gouvernement, parce qu'on n'a pas la protection qu'on veut et ils peuvent se le permettre parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas en face la force, le pouvoir qui doit pouvoir être... Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que quand vous ne faites pas contrepoids... Créer un rapport de force. Créer un rapport de force. Ce n'est pas le barreau qui l'a inventé. Ce n'est pas le Cameroun qui va l'inventer. Dans tous les pays du monde où les lois ont progressé, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un rapport de force avec, d'une part, des gens. L'exécutif a toujours tendance à vouloir tout phagocyter. Oui. Même dans les pays où la démocratie existe. On l'a reproché à Obama autrefois avec la justice. On le reproche à Sarkozy. On le reproche aujourd'hui à Macron. C'est normal. Oui. Il n'y a que la force qui arrête la force. Et si vous ne vous constituez pas en rapport de force, évidemment, je parle d'un rapport de force légal. Absolument. Nous avons les moyens de la force. Je ne me permettrai pas de dire autre chose. Mais moi, je vous assure que les avocats sont les garants de la force. Et je n'imagine pas un soutien qui lui-même est un soutien bancal. Voilà, vis-à-vis de l'image que nous donnons. Moi, je préfère être un avocat persécuté par le pouvoir plutôt que d'être un simple avocaillon pauvre dans mon coin, méprisé par le public, dont je suis censé être l'élément de force au départ. Et je voudrais que le Conseil de l'ordre le comprenne et nous mette tous en ordre de bataille rangé, sinon on va permettre aux uns et aux autres de pouvoir, à des forces, des satellites individualisés, non coordonnés, comme ça a été le cas dans la zone anglophone. Je pense que l'une des fautes, l'une des erreurs que le gouvernement a commises, ça a été d'arrêter ceux qui pouvaient être les leaders moraux, psychologiques, qui ont été privés de capacité d'action sur les forces. Et à laisser émerger les extrémistes. Tout à fait. Oui. Et je pense que si le Conseil de l'ordre ou l'État, les pouvoirs publics ne laissent également cette situation pourrir, on va arriver, je vous dis à terme, on va arriver, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais l'homme est comme ça. C'est-à-dire que l'homme a toujours en lui l'instinct de survie,
qui fait que quand vous avez à la fois l'instinct de survie de l'homme et l'instinct de survie professionnel, vous risquez d'arriver à des choses que plus personne ne maîtrisera après. Donc j'ai envie que le Conseil de l'ordre puisse être fort en interne, mais je veux qu'il soit également fort en externe. C'est non seulement la survie du barreau, c'est la survie de la profession, mais c'est aussi la mission régalienne. Nous avons prêté le serment de défendre au-delà de tout. C'est notre mission. Alors, en 30 secondes, Maître Claude Assira, que répondez-vous à ceux qui disent que le problème de la profession d'avocat aujourd'hui au Cameroun, qui n'arrive pas à se positionner, à se hisser comme une véritable corporation très très forte, c'est que ce corps a été inféodé par les pouvoirs politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou alors du pouvoir. Du coup, vous êtes divisés, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, même sur l'essentiel. Est-ce que c'est une remarque qui tient la route? Elle tient, je vous l'ai dit moi-même tout à l'heure, le verre est dans le fruit. Voilà. Tout dépend de la façon dont on recrute les uns et les autres. Voilà, il n'y a pas de pouvoir de contrôle. Le barreau, le Conseil de l'ordre n'a pas la maîtrise du tableau. Donc vous avez plein de personnes qui rentrent parfois sans avoir nécessairement le formatage, Oui. je préfère le dire comme ça pour qu'on se comprenne tous, qu'il nous faut pour pouvoir exercer. Je vous dis encore une fois, c'est une mission. Moi, je vous assure que je vous défendrai. Je ne suis pas, je ne suis pas enfermé dans des convictions politiques ou autres. Mais je ne me pose pas la question de savoir si le client qui vient me voir est RDPC, MRC ou autre. Beaucoup de confrères se posent cette question. Ce qui doit déjà conduire à se poser la question de leur propre conviction dans la grande idée d'humanisme. Il y a beaucoup de choses que je vous ai indiquées dans le serment d'avocat. Mais moi, je retiens là, en l'occurrence, la question d'humanisme. Allez commencer à se poser la question de savoir si celui que je vais défendre partage les mêmes convictions politiques que moi, les mêmes convictions religieuses que moi, le même mode de vie. Je vous assure que ce n'est... Moi, la seule chose que je voudrais vérifier, c'est que... Ça ne fait pas partie des préoccupations de l'avocat. Ça ne doit pas faire partie de la préoccupation de l'avocat. Donc, à partir de ce moment-là où vous avez l'intégration d'éléments pirates comme les convictions politiques, et forcément, vous avez un barreau ou les convictions ethniques. Moi, j'ai vu des gens, à l'occasion de certaines manifestations après l'élection présidentielle, qui se sont posés des questions et qui viennent, moi, me poser la question de savoir pourquoi je me mêle de choses qui ne me concernent pas, ou de la crise anglophone. Ça me concerne parce que c'est le droit, je suis désolé. Et le droit n'est pas le droit de tel... il n'y a pas tel qui est plus demandeur de droit et un autre qui est plus dispensateur de droit qu'un autre en fonction de son origine politique ou de son origine ethnique. Je me sens, moi, concerné par l'interpellation du droit à partir du moment où un citoyen, même non camerounais, je vous dis même non camerounais, a fortiori, si c'est un citoyen du triangle national, peu importe son origine, à partir du moment où il est persécuté et qu'il a été mis dans la machine judiciaire, l'avocat que je suis, si je ne fais pas mon métier, je suis défaillant. Maître Claude Assira, il nous reste exactement 10 minutes pour finir cette émission. Je vous propose de prendre... C'est vous qui posez les questions. Voilà, une pause de 30 secondes et nous revenons juste derrière pour aborder les autres aspects de la justice camerounaise.
Voilà, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau avec notre invité, Maître Claude Assira. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est également enseignant de droit et je pourrais même ajouter militant des droits de l'homme. Voilà. Donc, Maître Claude Assira, en première partie de cette émission, nous avons énormément parlé des avocats. Ça n'a pas toujours été évident pour vous de regarder froidement votre propre profession. Parlons maintenant de vos rapports avec les magistrats. Alors, quelle est la nature, je préfère poser la question de manière aussi vague, quelle est la nature de vos rapports avec les magistrats dans les tribunaux au Cameroun? Alors, si vous me posiez la question à moi individuellement, j'aurais tendance à vous dire que, aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai les meilleurs rapports qui soient avec les avocats. Même mes procureurs qui, par définition, je suis désolé de le dire, par définition, parce que malheureusement, le cours de mon histoire a accidentellement voulu que, chaque fois que j'interviens devant les tribunaux, surtout dans des affaires qui sont un peu compliquées et tumultueuses, je sois toujours du côté de la défense. Ce n'est pas un choix, on ne choisit pas ses clients, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. C'est les clients qui vous choisissent. Voilà, je ne fais appel à rien, à personne. Je ne demande rien du tout. Je ne demande pas à l'État, je ne lui demande rien. Oui. Parce qu'à partir du moment d'ailleurs où vous acceptez de collaborer avec eux, vous avez un peu aliéné aussi de votre indépendance. Tout à fait. Voilà. Mais je n'ai jamais refusé un dossier parce qu'il venait de telle ou telle personne. S'il venait me solliciter, j'apprécierais avec la même liberté. Mais il se trouve que j'ai toujours été du côté de la défense, c'est-à-dire des personnes qui sont poursuivies et donc qui sont contre le procureur de la République qui lui mène l'accusation. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, j'ai les meilleurs rapports avec eux, y compris avec les juges, même les autorités judiciaires. Voilà. Je considère que l'invitation qui m'a été faite l'autre jour à aller rencontrer le ministre délégué sur proposition du ministre de la Justice est aussi une marque de la considération qu'ils peuvent avoir à mon égard, parce que, sans doute, ils se disent que ce que je dis, même si ça ne leur convient pas, a peut-être souvent quelques relents, quelques éléments de sincérité et de pertinence. Et donc, par conséquent, j'invite tous mes confrères à avoir avec le grand public des avocats et la machine judiciaire, des rapports. On peut, et je vous assure que je suis convaincu, on peut rester avocat, mais entièrement avocat, défendre ses positions et les défendre entièrement. Et Dieu sait que quand je les défends entièrement, mais en même temps continuer à avoir le respect, la courtoisie élémentaire qu'on doit pouvoir continuer à avoir avec les autres professions judiciaires, y compris avec les magistrats. Maintenant, il est vrai que le corps global, au-delà de Claude Assira, le corps global des avocats a évidemment beaucoup de choses à faire parce qu'il y a souvent j'indique souvent à vos confrères que chaque fois que vous avez deux consciences qui se rencontrent, vous avez un potentiel de conflit qui naît. Même vous, dans votre maison, avec des enfants qui sont les vôtres, qui sont votre chair, que vous aimez, il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord qu'il y ait un conflit, votre conjoint, votre épouse. A fortiori, des gens dont certains doivent rendre une décision, trancher parfois dans le vif, avec des incidences que vous, avocats, vous connaissez au mieux, parce que vous savez ce que ça va avoir sur le cours de la personne, de la vie de l'individu. Et puis, nous autres qui sommes amenés à les défendre. Donc, le conflit est potentiel, oui. Mais ce n'est pas un conflit qui est propre au conflit entre avocats et... C'est un conflit qui naît parce que c'est comme ça que le conflit, et ce n'est pas un conflit qui est propre à la situation du Cameroun. D'autres ont imaginé souvent des cellules à l'intérieur desquelles on discute de ces problèmes. Et j'ai proposé ici autrefois au président de la Cour d'appel de mettre en place des cellules avec des réunions mensuelles, mettons le dernier vendredi du mois, au cours desquelles les avocats et les magistrats se rencontrent pour régler des problèmes qui vont parfois simplement à la ponctualité du magistrat, au respect qu'on a à l'extérieur ou à l'intérieur des salles d'audience. Je vous assure que ça aurait permis de faire une sorte de large catharsis à l'intérieur desquelles tous les problèmes sont connus. Et je suis convaincu aussi d'une chose, c'est que là où deux personnes se rencontrent de bonne volonté, ils arrivent toujours à trouver une solution. On aurait réglé au moins 80 ou 90% de nos problèmes là-dedans. Alors, les problèmes de la justice, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a une justice qui est manifestement parfois aux ordres. Il y a la corruption. Il y a une lenteur judiciaire qui est extraordinaire. Des magistrats qui placent sous mandat de dépôt des gens un peu n'importe comment à tour de bras. Aujourd'hui, face à tous ces problèmes, Maître Claude Assira, il y en a qui se demandent s'il existe encore de très bons avocats au Cameroun. Des avocats qui sont capables de gagner
gagner un procès par la force, la flamboyance de leur plaidoirie. Est-ce que, ou alors ceux qui réussissent à s'en sortir, c'est ceux qui ont des petits arrangements avec des magistrats. Peut-on, dans un tel contexte de grande corruption, être un bon avocat? Si j'étais pervers, je vous dirais que vous-même, comme dans votre autre casquette de représentant des droits de l'homme, vous pouviez vous poser, plutôt dans la défense globale de la corporation des journalistes, vous auriez pu vous poser la même question de savoir est-ce qu'un jour on va y arriver? Eh bien, aussi curieux que ça puisse vous paraître, je vais vous dire oui. Pour une raison simple. Il y a encore des bons avocats au Cameroun. Il y a de très bons avocats qui ont des plaidoiries brillantes. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'on a parfois l'impression que le verdict est déjà écrit. Hein, et voilà, donc, Vous savez, la justice est quelque chose qui se construit chaque jour. Oui. Et nous allons peut-être être amenés à construire la justice sur beaucoup de cadavres de décisions pourries, etc. Mais il faut l'avoir commencé, ce travail. Ne pas le commencer, c'est ne pas avoir la certitude d'y arriver un jour. Et moi, j'y arrive pourquoi? Je vais vous dire une chose. Le moi est détestable. Moi, j'explique à mes clients que j'ai 3 juges dans un procès. J'ai le juge immédiat, celui que je vois, qui va pouvoir constituer mon tribunal. J'espère évidemment pouvoir le convaincre parce que sa décision va avoir une conséquence directe et immédiate sur le sort de mon client. Mais au-delà de ce juge-là, mon deuxième niveau de juge de justice, c'est le public. N'oubliez pas que la justice est rendue au nom du peuple camerounais. Je veux dire par là que si je fais une plaidoirie qui n'a pas convaincu, entre guillemets, parce que vous vous entendez par convaincu, la décision immédiate que j'ai, qui ne l'a pas convaincu, alors je suis quand même heureux que le public qui assiste dans la salle et plus loin, les autres qui vont avoir le relais par l'intermédiaire de la presse et autres, puissent comprendre la vérité. Le jugement que va avoir le public, le peuple de mon client, ne m'est pas totalement indifférent. Et le troisième niveau, ça va être l'histoire. Plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on a mal jugé un tel, Atangana Mbara, on a mal jugé un deuxième, peut-être Yves-Michel Fosso, on a mal jugé un autre, etc., etc. Tout au long de l'histoire, au bout d'un moment, il va y avoir tout au bout de la chaîne quelqu'un qui va finir par se dire « est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ?» Et ils vont être obligés de se poser cette question parce que, qu'on le veuille ou pas, ce sera ou eux-mêmes, ou éventuellement un de leurs proches, qui à un moment donné va se dire « si on ne finit pas par avoir une justice qui apprenne à bien juger, lorsque ça va être leur tour ou le tour des nôtres, cette justice-là risque de nous écraser de la même façon. » Donc nous allons ressentir au plus profond d'entre nous le besoin humain, le besoin intrinsèque de faire en sorte que ça change. Mais ça changera pourquoi? Parce qu'il y aura eu au départ des avocats qui auront appris, qui auront pris cette justice par la main, au prix parfois de grandes blessures à l'âme, de grandes blessures à l'amour propre, de grandes envolées, de grandes plaidoiries non suivies, mais qui au final vont finir par conduire au cercle vertueux de la bonne justice. J'en suis convaincu. Maître Claude Assira, je vais vous proposer de regarder cet élément. C'est le ministre de la Justice. Il a fait une déclaration le 10 août 2020 au sortir d'une session du Conseil supérieur de la magistrature qui était très, très attendue, cette session-là. Je vous propose d'écouter cette réaction du ministre de la Justice et on revient juste derrière. La justice camerounaise est à la hauteur des attentes des Camerounais. Le seul problème que nous avons, c'est que les magistrats ne sont pas toujours compris. Parce que nous avons la justice telle qu'elle est voulue par la presse, par le peuple, et la justice qui est la réalité du contenu des dossiers que le magistrat examine. Parfois, il y a un monde. Le magistrat juge sur la base d'un dossier. L'opinion publique est une opinion. Ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Les partis ont pris part, ils ont pu s'exprimer sur les textes qui leur ont été présentés. Le magistrat est assermenté. Le magistrat a prêté serment. C'est son métier. Donc ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des états d'âme du magistrat.
Voilà, Maître Assira, c'était donc Laurent Esso. C'est clair pour le ministre de la Justice. La justice camerounaise ne s'est jamais aussi bien portée. Hein. J'en profite d'ailleurs de cet élément pour vous indiquer une chose qui me permettra de jeter le pont entre les deux. Vous avez constaté que le dernier conseil de la magistrature a évité d'ouvrir la session disciplinaire du Conseil de la magistrature. Oui. Ce qui a été une grosse surprise. Session disciplinaire au cours de laquelle on aurait dû avoir des dossiers de magistrats qui auraient pu être examinés. Alors, est-ce que ça ne vous paraît pas anormal? Est-ce que ça ne vous paraît pas injuste que, s'agissant d'avocats qui, eux, sont concernés par aussi des situations, des questions de faute, qu'on soit plus prompt à les juger et à les juger avec cette brutalité? Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que les confrères ont fait doit être banalisé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'aurait pas fallu faire quelque chose. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est pour la compréhension de vous tous, de nous tous, lorsque vous devez récompenser des gens, si vous arrivez et que vous apportez même à vos salariés, à vos collaborateurs, quelque chose qui est un plus qu'ils n'attendaient pas, celui qui ne l'a pas eu va considérer, alors qu'il ne l'attendait pas non plus, que le fait que vous ayez donné aux autres, vous avez créé une injustice. Et de la même manière, si tous ont commis une faute et que vous ne sanctionnez qu'un d'entre eux, bien qu'il ait commis la faute qui justifie le fait que lui, il a été sanctionné, eh ben, il va se considérer aussi que vous avez commis une injustice, un arbitraire. Donc, si on veut sanctionner, il faut qu'on sanctionne tout le monde pour les mêmes actes. Voilà, c'est ça aussi que je voulais essayer de rectifier. Maintenant, pour parler de la justice en général, des magistrats, oui. Je pense en l'occurrence, je pense que l'opinion du ministre de la Justice a forcément des éléments de vrai, mais naturellement, il ne peut que les présenter avec les yeux du ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui parle, et quand il vous dit que la justice se porte très bien, il a forcément un tout petit peu raison, parce que je suis d'accord avec lui qu'il y a de très bons magistrats qui sont intelligents, dans ce sens où ils comprennent parfaitement, ils sont arrimés aux enjeux de la justice moderne d'aujourd'hui. Mais quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la qualité du magistrat, il ne rendra jamais une bonne justice si le contexte, le cadre dans lequel il évolue ne lui donne pas la possibilité de le faire. S'il n'y a pas d'interférence de la chancellerie, s'il n'y a pas d'interférence de la présidence avec l'interférence politique, à partir du moment où le politique entre par la porte, la justice fuit toujours par la fenêtre. Parce qu'en plus, rien n'est fait pour protéger le magistrat. Donc le magistrat que vous allez voir, qui va vous indiquer sa compréhension d'un dossier, aura toujours vite fait de vous indiquer également sa faiblesse, sa fragilité individuelle, parce qu'il ne sera pas en mesure de résister tout seul. Il n'y a pas de syndicat, la magistrature. Or, un syndicat, la magistrature, peut mieux protéger le corps de la magistrature. Le magistrat est aujourd'hui un fonctionnaire qui est donc pris dans un double piège. Le piège à la fois de la fonction publique et le piège du Conseil supérieur de la magistrature. Son chef, son supérieur hiérarchique dans la fonction publique, ça va être le chef de l'exécutif, le président de la République. Son supérieur immédiat, ce sera le ministre de la Justice. Et quand on rentre dans le Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République. Le vice-président, c'est le ministre de la Justice. Donc lui, d'un côté comme de l'autre, son mal est infini. Quelle est l'indépendance que vous allez lui accorder à titre individuel? Les instructions qui viendront, qui vont forcément être des instructions orientées, ne lui laissent pas beaucoup de marge de manœuvre. Et évidemment, la justice aura fui pendant ce temps-là par la fenêtre. De la même façon, d'autres interférences sociologiques, des amitiés, des inimitiés parfois, des instructions amicales, voilà. Bref, à côté de l'indépendance, le pouvoir ne fait pas grand-chose pour garantir l'impartialité, pour donner au juge l'impartialité. Et quand on nous dit « il est corrompu », qu'a-t-on fait auparavant? Lui a-t-on donné les moyens pour ne pas être corrompu? Lui a-t-on donné suffisamment de moyens, je parle de moyens financiers, de son traitement? Un magistrat nous décrivait un jour, lorsque, m'ayant écouté dans parfois quelques envolées, il m'a dit, mais vous savez, maître, je vais vous dire une chose, moi j'ai voyagé, il exerçait dans l'extrême nord, j'ai voyagé dans un bus avec les mêmes personnes que j'ai retrouvées au tribunal que je devais juger. Et je devais rentrer avec ces personnes-là dans le bus. Vous imaginez que je vais être le même lorsque je sais que je vais rentrer avec ces personnes-là dans un bus. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou pas, humainement, vous allez vous rentrer dans la tête du magistrat pour vous représenter l'ensemble, le jeu
intellectuel qui va être le sien, de se dire quelle est la décision que je prends. Il est évident qu'il ne peut pas la prendre aussi détaché que s'il avait été dans des conditions qui lui auraient permis de rendre une décision neutre. Donc, le ministre est dans son rôle, mais j'aurais aimé qu'il vienne interroger aussi l'avocat. Moi, je n'ai pas le sentiment que je me retrouve dans l'opinion manifestement triomphante qu'il a l'air de donner de la justice, parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous pourrions l'aider à améliorer s'il veut vraiment laisser son nom dans la magistrature comme étant le ministre qui a permis de faire changer un certain nombre de choses. Alors, pour éviter qu'on dise que vous êtes essentiellement dans la critique et jamais vous ne proposez, alors Claude Assira, qu'est-ce que vous proposeriez pour une meilleure administration de la justice au Cameroun? Le sujet est vaste, je le sais, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qui peut être fait pour redorer la robe de la justice camerounaise? Beaucoup, je vous ai déjà indiqué, la première des choses, elle est d'abord philosophique. Elle est dans la conception de l'idée qu'on se fait la justice. Vous savez, il m'est arrivé d'avoir un exercice professionnel ailleurs, dans un autre pays. Je ne le dis pas pour le dire, je veux juste vous dire que, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre condition sociale, il y a une chose qui est ancrée au plus profond de l'être humain, je vous le dis vraiment comme je pense, c'est le besoin de justice. Absolument. Votre propre enfant, si vous avez envie de regarder votre match, la Champions League, c'est normal, mais vous le trouvez en train de regarder son programme à la télé, il se sentira un tout petit peu humilié, vexé par les conditions dans lesquelles vous avez décidé de mettre un terme. Voilà. Je vous dis, au plus profond d'entre nous, l'être humain exige d'abord, avant tout, l'exigence de justice. Vous pouvez condamner quelqu'un très sévèrement, mais il comprendra mieux votre décision parce que votre décision est inspirée de ce fondement de la recherche de justice. Donc, il faut que nos pouvoirs publics comprennent que la justice avec laquelle ils sont en train de s'amuser peut être l'allumette qui risque de faire craquer d'une façon définitive et faire exploser un certain nombre. Parce que quand vous n'avez pas la justice, vous êtes tenté de régler votre problème un peu par la vindicte, la justice populaire telle qu'on l'imagine, qui est donc par conséquent source de troubles sociaux. Il faut donc que nos dirigeants comprennent d'abord, premièrement, que la justice est quelque chose de fondamental. Et quand ils l'ont compris, il faut qu'ils y mettent l'ensemble des moyens. J'entends par là les moyens humains. La justice est une affaire d'hommes. Donc on a besoin de femmes et d'hommes, jeunes, nouveaux, nombreux, pour rendre la justice en temps réel. La justice a besoin d'aller vite, vous l'avez indiqué tout à l'heure, parce qu'il y aura plus de personnes pour cela. Il faut qu'il y ait des greffiers qui puissent faire les saisies. Si vous avez une bonne justice, de bonnes décisions, et que vous n'avez pas au bout de la chaîne des greffiers, dont on tient compte évidemment de la situation, au niveau de leurs conditions de travail, au niveau de leur salaire, au niveau de leur traitement, je l'ai dit, du matériel, informatisé. Il faut donc informatiser l'ensemble des décisions sur l'ensemble du territoire. Il leur faut des locaux. Le type qui va travailler dans un fauteuil miteux, avec une pile de dossiers pourris, qui doit chercher, il ne peut pas être... Je pense qu'il y a un grand élan. J'ai entendu parler, j'ai discuté un jour sur l'initiative, encore une fois, du ministre de la Justice, la garde des Sceaux, actuel ministre d'État. Nous avons parlé ensemble, vraiment de façon parfaitement ouverte. Je dois vous indiquer que j'ai une relation un peu mélangée avec lui. Nous avons à la fois une relation professionnelle qui nous met en conflit professionnel, mais aussi en même temps une relation filiale qui fait que, compte tenu d'un certain nombre de choses, il a été le promotionnaire de mon père magistrat, donc on se connaît, par ailleurs, et m'a donc, à ce titre-là, sous cette casquette, ouvert la possibilité d'échanger avec lui, de discuter avec lui d'un certain nombre de difficultés, notamment les états généraux de la justice. Absolument. Je suis surpris que 3 ans après, que l'idée, on n'en parle même plus. Voilà. Au cours de travaux de ce genre, nous aurions l'occasion de tout remettre à plat. On a besoin de locaux. La justice doit pouvoir se respecter. Il faut des bâtiments imposants qui, même si ce n'est que pour pouvoir donner l'impression, l'image, rentrer dans une salle d'audience aujourd'hui, vous allez voir même la photo du président de la République que tout le monde venait pourtant, est une photo de je ne sais pas combien d'années, moisie, pourrie par les intempéries, parce que l'eau a fini par suinter par les murs et à l'atteindre. Je trouve que ça ne donne pas une image. Vous êtes condamné sous les lumières blafardes du soir, dans des bancs qui sont des bancs boiteux, lépreux, dans une atmosphère totalement pourrie, avec des déchets. Je dis, quelle est l'image que vous-même... Tout à fait. Donc, toutes ces choses-là, on a besoin de restaurer l'image de la justice. Voilà. Et puis, pour pouvoir avoir les décisions,
Comme je vous l'ai dit, outre les magistrats, il faut leur formation d'aujourd'hui, leur formation permanente, leur donner les moyens de l'indépendance, que ils puissent être tranchés sans avoir à se poser des questions. Le parquet doit continuer à être tenu par une autorité. Il faut une justice pénale. Mais en revanche, le juge doit pouvoir être libre et on doit pouvoir admettre que le juge puisse rendre une décision qui est contre ce que veut le parquet et qu'on puisse discuter. Ce n'est que comme ça qu'on va avoir de véritables débats et une justice qui va pouvoir être crédible et autre. Et puis quelque part, au fond de moi, je pense que l'idée, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il faut qu'on essaye de mettre en place un tout petit peu de la responsabilité du juge qui s'est trompé. Il faut qu'on puisse avoir la possibilité de mettre en cause la responsabilité du magistrat. Il n'y a pas de pouvoir qui ne puisse pas être contrebalancé par une responsabilité. Oui. Donc la responsabilité il faut que du magistrat, pouvoir ait le pouvoir. Tout à fait, encore une fois. Il faut donc que le juge puisse avoir la crainte d'avoir à justifier de la façon dont il est arrivé à rendre cette décision. Ce n'est que cette crainte-là qui va l'obliger à faire cet effort pour qu'au bout du parcours, nous tous, nous puissions avoir autant que possible. Dans certains pays, le juge n'est promu que parce que, on regarde combien de ces décisions n'ont pas fait l'objet d'appel, on regarde combien de ces décisions, combien de publications il a faites, ça prouve qu'il a fait un travail intellectuel au départ, et puis on regarde également combien de plaintes, si son dossier est vierge, ce n'est que comme ça qu'on peut promouvoir, c'est déjà des éléments de responsabilité. Or ici, on ne promeut le magistrat qu'en fonction des affinités qu'il peut avoir avec telle ou telle personne de la chancellerie, ce qui ne l'oblige pas à faire un effort tout à fait assez élevé et à rendre donc finalement des décisions au petit bonheur la chance qui, à certains moments, sont bonnes quand il n'y a pas d'enjeu et qui, lorsqu'il y a des enjeux, on voit tout de suite qu'il y a eu d'autres interférences dedans. Les décisions sont incompréhensibles et sont illisibles. Claude Assira, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de votre émission Autant le dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Et en attendant, continuez à vous abonner sur les liens, à travers les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. Merci.